À Washington, la capitale des États-Unis, le crime est devenu une véritable épidémie. Des gangs s'arrachent le contrôle de la drogue et laissent des cadavres sur leur passage. Le service de police métropolitain est surchargé lorsque le nombre d'homicides dépasse les 400 en une année. Avant que les policiers ne puissent endiguer cette vague de violence, ils deviendront à leur tour la cible des meurtriers. Un tueur de flics est à l'œuvre et la police devra faire appel au FBI pour tenter de l'arrêter. Le 10 janvier 1995, dans un restaurant du nord-ouest de Washington, le policier Vance Warren, qui était aussi gardien de sécurité à temps partiel, prit sa pause repas. C'était alors devenu une pratique courante pour les entreprises d'embaucher des policiers comme gardes de sécurité quand ils n'étaient pas de service. Les clients et les employés ne se sentaient que plus en sécurité. Personne dans le restaurant ne vit la silhouette dissimulée dans l'ombre. 2 balles effleurèrent la nuque du policier. Ce dernier chercha le tireur dans l'obscurité, puis il appela pour qu'on lui envoie des renforts. Il ignorait d'où les coups provenaient et si le tireur était encore là, prêt à faire feu de nouveau. Des policiers furent dépêchés d'urgence sur les lieux. En arrivant, ils ne trouvèrent aucune trace du tireur. Il ne semblait pas y avoir eu tentative de cambriolage. Le tireur n'avait apparemment qu'un seul objectif, tuer le gardien de sécurité. Suite au témoignage des clients, les policiers en déduisirent qu'il était seul. L'équipe d'experts judiciaires recueillit 2 projectiles de calibre 22 à l'intérieur du restaurant, mais aucune douille. L'agent Vance Warren s'en tira avec seulement quelques blessures légères, mais certains de ses collègues n'auraient pas sa chance. Le 17 janvier, l'agent de police Eric Hayes se trouvait à bord d'une voiture de police à quelques pâtés de maison de la Maison Blanche. Un taxi était garé en double file de l'autre côté de la rue. Le policier rédigeait une contravention lorsqu'un homme s'approcha de la voiture. Il fit feu sur l'agent à 4 reprises à bout portant. Malgré des blessures à la poitrine, aux jambes et à l'abdomen, ce dernier parvint à sortir de son véhicule. Le chauffeur du taxi avait assisté à toute la scène. Il appela son répartiteur pour l'en aviser. Le tireur prit la fuite. Pendant ce temps, le chauffeur du taxi fit le tour du pâté de maison. Pendant sa fuite, le tireur retira son masque et sa veste, sans doute pour modifier son apparence. Lorsque le chauffeur du taxi tourna au coin du second pâté de maison, il aperçut le tireur arriver dans sa direction. Il appela son répartiteur pour l'aviser que le tireur venait de le héler. Le meurtrier ignorait que le conducteur du taxi avait été témoin de la fusillade et qu'il l'avait suivi. Il monta à bord de la voiture. Discrètement, le chauffeur éteignit sa radio pendant que le répartiteur appelait la police. Le message d'arrêter le taxi numéro 440 fut relayé à toutes les voitures de patrouille. Le chauffeur tentait de conserver son calme. Il espérait que les policiers repéreraient sa voiture rapidement.
Quelques minutes plus tard, des agents prirent la voiture en filature. Le tireur lui cria une nouvelle adresse et lui intima de poursuivre sa route. Le chauffeur freina alors brusquement. Le meurtrier jeta son arme à feu et prit la fuite. Il sema les policiers à sa poursuite. Ces derniers recueillirent son arme et trouvèrent 6 douilles de projectiles. Des experts furent dépêchés sur les lieux pour prélever les indices dans le secteur. Sur la scène du crime, l'agent Hayes luttait pour sa vie. Les médecins l'opérèrent d'urgence et lui retirèrent 4 projectiles de calibre 32. Un agent de police fit appel à une équipe d'experts pour effectuer la cueillette d'indices. Avant de recueillir quoi que ce soit, ils commencèrent par photographier les lieux. Puis ils ratissèrent la scène. Dans une ruelle, ils trouvèrent les vêtements abandonnés par le meurtrier, notamment un masque de ski noir. Ces effets recelaient peut-être des indices sur l'identité du tireur. Le chef de police craignait une autre attaque. Il ordonna aux policiers d'effectuer toutes les patrouilles accompagnés d'un collègue et demanda l'aide du FBI. L'agent spécial Jay Abbott fut assigné à cette affaire. À partir de ce qui était arrivé, on en était venu à penser qu'un gang de Washington avait décidé de déclarer la guerre à la police et de tuer des agents. C'est en faisant appel à des experts en criminalistique que la police entendait répondre à cette vague meurtrière. On envoya tous les indices recueillis sur les scènes de crime au laboratoire du FBI, l'un des meilleurs au monde. Les vêtements recueillis dans la ruelle furent acheminés au service responsable des fibres et des cheveux. Dans ce service, on travaille sur plus de 2500 cas par année qui proviennent de partout aux États-Unis. On donna la priorité au meurtre du policier de Washington. Après avoir brossé les vêtements au-dessus d'une feuille de papier blanc, on examina attentivement les fibres obtenues. Un technicien trouva un cheveu qui provenait du masque de ski. Dès que la police disposerait d'un suspect, on pourrait comparer ses cheveux à l'échantillon recueilli. Dans l'éventualité où ils seraient identiques, cela donnerait du poids à la poursuite. L'arme à feu, les douilles et les projectiles recueillis furent envoyés au service des armes à feu et de marques d'outils. On devait avant tout déterminer si le revolver de calibre 32 abandonné par l'assaillant avait servi à abattre les agents de police. À l'intérieur du canon d'une arme à feu, on trouve des sillons en spirale uniques. Quand un projectile est tiré, ces sillons y laissent des marques. L'analyse consistait à comparer les sillons sur une balle utilisée lors d'un tir d'essai à ceux des projectiles retrouvés après les crimes. On envoya l'échantillon témoin, de même que les douilles, à un analyste pour qu'il les examine au microscope. Les balles étaient identiques. Par conséquent, le revolver de calibre 32 avait servi lors des 2 récentes fusillades. Les enquêteurs étaient donc à la recherche d'un seul individu. Pour retrouver le suspect, le FBI et le service de police métropolitain firent appel à leur seul témoin, le chauffeur de taxi. On lui demanda de décrire l'assaillant à un dessinateur judiciaire. C'était un homme de race noire, au teint moyen et à la mâchoire carrée. La caractéristique la plus frappante dont le chauffeur se souvenait, c'était qu'il portait un appareil dentaire. Les enquêteurs se mirent en contact avec les dentistes et les orthodontistes de la région
pour vérifier si l'un d'eux pourrait reconnaître le suspect à partir du portrait. On le fit également diffuser à la télévision, dans les journaux, et on l'afficha dans les commerces de la région. Grâce à la récompense offerte, les policiers reçurent bientôt des centaines d'appels. L'agent spécial Jerry Baumel aida la police à remonter ses pistes. À partir des appels téléphoniques et des informations des dentistes et des orthodontistes, nous avons constitué une liste d'environ 100 suspects éventuels pour ces deux fusillades. Au cours des mois suivants, on interrogea les suspects et on les élimina un à un. Mais les agents du FBI et les détectives ne procédèrent à aucune arrestation. Les milliers d'heures de travail investies n'avaient rien donné. Puis, le 26 avril, le policier John Nowabilski de la police de Prince George County au Maryland fut engagé comme gardien de sécurité d'un commerce de vente d'alcool près de Landover, en banlieue de Washington. Un homme masqué s'approcha et fit feu 16 fois sur lui, presque à bout portant. Le policier n'eut aucune chance. Puis le tireur s'empara du revolver de 9 mm de l'agent abattu. Un témoin entendit les coups de feu et appela à l'aide. Mais c'était déjà trop tard. L'agent Nowabilski était mort sur le coup. Les policiers du Maryland érigèrent un périmètre de sécurité autour du secteur et interrogèrent le témoin. Il n'y avait aucun mobile apparent ni avertissement préalable. La victime était un policier. Ce meurtre s'inscrivait dans la même lignée que les deux autres commis plus tôt à Washington. Il y avait de nombreuses ressemblances entre le meurtre du sergent John Nowabilski et la tentative de meurtre de nos deux policiers, ici, à Washington. Dans chacun de ces cas, un individu s'est approché d'un policier en position assise. Sans qu'il y ait eu quelque provocation que ce soit, il a fait feu et il a abattu le policier. 5 mois s'étaient écoulés depuis le premier cas. Les agents n'étaient pas encore parvenus à trouver un suspect. Maintenant, cet individu était recherché pour meurtre. Les policiers de Washington, accompagnés d'agents du FBI, ratissaient les rues à la recherche d'un tireur qui avait blessé 2 de leurs collègues. Alors qu'ils étaient à sa recherche, le service de police du Maryland procéda à une arrestation relativement au meurtre d'un de ses agents. On n'avait pas d'indice permettant de relier entre eux le suspect du Maryland à celui qui avait attaqué 2 policiers de Washington. L'agent spécial Jay Abbott croyait que l'assaillant de Washington était encore en liberté et qu'il pouvait attaquer à tout moment. Nous avions l'intuition que cet individu allait tenter de tuer un autre policier à Washington ou dans les environs. Cela nous inquiétait grandement, d'autant plus qu'aucune piste ne s'offrait à nous. Le 18 mai 1995, pendant que les enquêteurs effectuaient toujours des recherches dans la capitale américaine, une jeune femme du Maryland se présenta à un poste de police de Prince George. Nadine McRae était couverte de contusions. Elle déclara au policier qui la rencontra qu'elle avait été battue par son ami de cœur. Une amie l'accompagnait. Elle raconta en détail l'attaque sournoise de Ralph McLean à son endroit. L'agent Baumel se rappelle combien la plaignante était mal en point suite à cette attaque. McLean a tenté de tuer McRae dans la soirée du 17. C'est la raison pour laquelle elle s'est présentée au poste de police le 18. Il l'avait battue jusqu'à ce qu'il perde connaissance et il l'avait ensuite gavée de drogue. Le policier de Prince George fit émettre un mandat d'arrestation de McLean pour tentative de meurtre. Il recommanda à Nadine de subir un examen médical complet. En se dirigeant vers la sortie, son ami la supplia de dire au policier pourquoi McLean l'avait battu à mort. Nadine était hésitante. Elle craignait d'envenimer encore plus la situation si elle révélait trop d'informations. Elle finit toutefois par dire ce qu'elle savait.
le soir de la diffusion du portrait robot du suspect, 3 mois plus tôt. Elle avait été étonnée de voir McLean arracher l'appareil dentaire qu'il avait en bouche. Elle l'avait questionné, mais McLean lui avait dit de se mêler de ses affaires. Nadine croyait que Ralph McLean n'était pas seulement responsable des fusillades de Washington, mais qu'il était aussi l'individu qui avait tué le policier de Landover. Son compagnon, McLean, lui a dit que la police avait arrêté le mauvais individu pour le meurtre de l'agent Nowabilski à Landover, au Maryland. Nadine McRae venait de donner aux policiers la piste qu'ils espéraient. Maintenant, malgré ses réticences à parler, elle ne pouvait plus faire marche arrière. Je crois qu'elle a compris à quel point cet individu était dangereux et elle a accepté de collaborer avec nous. De plus, elle était consciente que sa propre vie était en danger maintenant qu'elle nous avait fait ces révélations. Les policiers introduisirent le nom de Ralph McLean dans le NCIC, le système du Centre national d'information criminelle, afin de vérifier si le suspect avait déjà fait l'objet d'accusations par le passé. L'agent Baumol constata alors que McLean était déjà un habitué du monde du crime. Il avait de nombreux antécédents criminels, ici même à Washington, où il avait été arrêté à plus de 20 reprises. Ces arrestations étaient reliées à des délits mineurs, comme des vols à l'étalage. Mais il y avait aussi l'attaque d'un agent de police et la vente de drogue. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de l'appartement du suspect. Nous étions très tendus quand nous nous sommes rendus chez lui. Nous craignions qu'il ne soit là. Nous étions aussi inquiets parce que nous ne savions pas ce que nous allions trouver chez lui. Heureusement, McLean était absent. Les enquêteurs commencèrent à fouiller l'appartement. Ils y trouvèrent, éparpillés un peu partout, des magazines extrémistes, des manuels d'armes à feu et des guides pour mener des opérations terroristes. Ces documents décrivaient avec force détail comment surveiller quelqu'un, comment se dissimuler et assaillir ses victimes par surprise. Dans le salon, l'équipe d'experts découvrit un masque de ski noir, identique à celui recueilli sur la scène de la seconde fusillade. Ils trouvèrent également des projectiles de 9 mm, soit du même calibre que ceux utilisés pour abattre le policier du Maryland. Dans une armoire se trouvaient d'autres munitions, cette fois de calibre 32. Cette découverte était très importante parce que l'assaillant du sergent Eric Hayes et de l'agent Vance Warren utilisait un revolver de calibre 22. Nous avons également trouvé le manuel d'utilisation d'une arme d'assaut Mach 11, de même que toute une documentation préconisant la haine des policiers. Les experts judiciaires se mirent à la recherche de cheveux pour les comparer à celui trouvé plus tôt. Ils en recueillirent des échantillons dans des brosses à cheveux, des draps, de même que dans le siphon du lavabo de la salle de bain. Si ces cheveux correspondaient à celui recueilli sur la scène du crime, les agents disposeraient enfin d'un élément de preuve contre le fugitif. Ils appelèrent le chauffeur du taxi pour lui montrer des photos parmi lesquelles se trouvait celle du suspect. Ils lui demandèrent d'identifier l'assaillant de l'agent Hayes. Le détective Lauren Lenman du service de police métropolitain de Washington était alors présent. Le chauffeur de taxi nous avait dit à maintes reprises que si on lui montrait une photo du suspect, il le reconnaîtrait sans hésitation. On entend souvent ce genre d'affirmation, mais il l'avait dit avec beaucoup de conviction. Les enquêteurs faisaient défiler une à une les photos devant le témoin. Ils les étudiaient toutes attentivement.
Quand on lui donne à la 4e photographie, le terrifiant épisode qu'il avait vécu refit surface. Il avait sous les yeux le visage de Ralph McLean. Il a commencé à parler à la photo, comme si Ralph McLean était présent. Ce fut la séance d'identification la plus convaincante que j'ai jamais vue. Il est même allé jusqu'à crier. 2 témoins affirmaient maintenant que Ralph McLean était le tueur de flics. La science servirait de 3e témoin. Au laboratoire du FBI, les experts constatèrent que les cheveux recueillis chez McLean correspondaient à celui de la scène de la fusillade de l'agent Ace. C'était l'indice requis pour obtenir le mandat d'arrestation de Ralph McLean. Nous étions alors munis de preuves solides. Son ami était venu faire une déposition. Nous disposions également d'échantillons de ses cheveux. Nous avons préparé une déclaration que nous avons faite signer sous serment par un juge de la Cour supérieure et ainsi obtenu le mandat. Les policiers demandèrent ensuite l'aide de Nadine. Elle était sous surveillance constante de la police depuis que McLean avait tenté de la tuer. Elle parvint à le rejoindre sur son téléphone portable. Il ignorait que des policiers écoutaient la conversation. Grâce à cette écoute, l'agent spécial Jay Abbott et son équipe réussirent à suivre la trace de McLean. À un moment donné, il se trouvait dans le secteur de Fredericksburg, en Virginie, où nous avons été sur le point de l'arrêter. Malheureusement, il nous a échappé. Nadine parla à maintes reprises au suspect pendant les 2 jours qui suivirent, ce qui permit aux autorités d'apprendre que McLean avait pris la direction du sud et qu'il comptait se rendre en Floride. Il ne donna cependant pas de précision à Nadine sur l'endroit où il était. Se doutait-il que son ami coopérait avec la police? Cette dernière apprit aux agents que McLean suivait l'actualité grâce à une télévision portative. Si les policiers comptaient l'arrêter, ils devaient le prendre par surprise et éviter que son nom ne soit mentionné dans les médias. Cela signifiait qu'on ne pouvait pas introduire les données le concernant dans le système informatisé national auquel les journalistes ont accès. Cette décision allait leur coûter cher. Dans l'État de la Caroline, un patrouilleur arrêta McLean pour excès de vitesse. L'agent de police lui demanda son permis de conduire ainsi que le certificat d'immatriculation de la voiture. McLean lui montra son permis et lui dit que les autres pièces se trouvaient dans le coffre arrière. L'agent de patrouille, à qui il ne restait que quelques semaines de travail avant la retraite, le suivit jusqu'à l'arrière du véhicule. McLean fourragea parmi ses effets personnels et en ressortit son certificat d'immatriculation. Le policier lui demanda de retourner s'asseoir dans son véhicule pendant qu'il vérifiait son dossier. Il s'assura notamment que la voiture n'avait pas été volée. Les données qu'il obtint indiquaient que la voiture appartenait bien à Ralph McLean. Il rédigea la contravention, puis lui indiqua comment se rendre au palais de justice de la ville pour la régler. Le policier eut la vie sauve, mais les autorités avaient manqué l'occasion de capturer le meurtrier. À Washington, des détectives cherchaient à attirer dans leur filet le suspect Ralph McLean, soupçonné du meurtre de nombreux policiers. Pour ce faire, ils devraient de nouveau faire appel à Nadine McRae. Ils lui demandèrent de promettre à McLean qu'elle se réconcilierait avec lui s'il revenait.
Il déclara qu'il était intéressé par son offre, mais il n'était pas d'accord sur l'endroit et le moment de la rencontre qu'elle lui suggérait. Les enquêteurs craignaient de perdre l'élément de surprise requis. Nous espérions avoir un certain avantage sur lui, mais ça n'a pas été le cas. Les médias ont eu vent de l'affaire. On a diffusé son nom et sa photo, ce qui nous a réellement dérangés parce que ça modifiait considérablement la situation. Il fallait espérer que McLean n'ait pas vu ce bulletin de nouvelles. Lors du week-end du jour du souvenir, il appela enfin Nadine. Il était prêt à la rencontrer. Comme les agents du FBI le lui avaient indiqué, Nadine suggéra à Ralph qu'ils se rencontrent dans un centre commercial du nord de la Virginie où les agents pourraient les surveiller à loisir sans risquer d'être repérés. Ralph McLean accepta de l'y rencontrer. L'information fut relayée à des agents de Washington. L'agent spécial Al Buckley fut avisé. C'est à lui qu'on avait confié la tâche de procéder à l'arrestation. Il appela l'unité SWAT du FBI qui était sur le pied d'alerte depuis déjà quelques jours. Quand j'ai appris que McLean revenait dans la région de la Virginie et de Washington, j'ai eu l'intuition qu'il rentrait soit pour tuer Nadine, ou alors pour abattre un autre agent de police. Les policiers et les agents de Washington se rendirent au centre commercial de Tyson en Virginie. Leur tâche première était de fermer tout le secteur. Une fois que McLean arriverait, il fallait éviter qu'il ne s'échappe. L'équipe avait plusieurs années d'expérience à son actif. Ce ne devait être qu'une simple opération de routine. J'ai été mêlé à plusieurs arrestations. Nous avons des réunions avant de passer à l'action. En général, lors de ces réunions, nous faisons quelques blagues simplement pour éliminer la tension. Mais je dois dire que lors de cette soirée, la situation était complètement différente. Il n'y avait aucun bruit. C'est sans doute la seule fois au cours de ma carrière dans le FBI que le silence était à couper au couteau. L'équipe mit au point son plan et attendit l'arrivée de McLean. Au poste de police de Prince George, d'où Nadine entrait en contact avec McLean, le répartiteur relayait les informations aux agents en service. L'agent Buckley reçut un appel. McLean avait changé le lieu de rendez-vous. Il désirait maintenant rencontrer Nadine au Maryland, à environ 40 km de l'endroit où l'unité SWAT l'attendait. Ce changement soudain de plan était inquiétant. Cela laissait croire qu'il se doutait peut-être du piège qu'on lui tendait. Nous avons commencé à croire qu'il avait flairé le coup de filet. Cela rendait l'affaire encore plus grave. Nous n'étions même plus sûrs s'il se présenterait au point de rendez-vous. Il avait peut-être compris qu'il y avait un piège. Une fois à proximité de l'endroit, les policiers éteignirent leur gyrophare. Ils écoutaient leur radio en permanence. Un répartiteur de la police relayait au fur et à mesure les nouvelles informations aux agents sur place. Il les mettait au courant des projets de McLean en se basant sur ses conversations avec Nadine. Les policiers étaient à la merci de ses moindres coups de tête. Après avoir changé de point de rendez-vous à quelques reprises, l'équipe apprit que McLean avait décidé de rencontrer Nadine à une station d'essence devant le centre commercial Beltway. Ils firent de leur mieux pour cerner le secteur. Les agents espéraient disposer d'assez de temps pour bien faire le travail. Une fois le secteur sous surveillance, il n'aurait plus qu'à attendre l'arrivée de McLean ou son prochain coup de téléphone à Nadine. Le détective Ledman prit position dans un champ devant la station d'essence. Il croyait que, malgré ses soupçons, McLean s'y rendrait. Nous n'étions pas convaincus qu'il voulait la revoir. Nous avions plutôt l'intuition qu'il tentait de la mettre à portée de tir pour la tuer. Et pourquoi voulait-il la battre? Parce qu'elle était la seule personne qui pouvait témoigner contre lui. L'équipe effectuait les derniers préparatifs pendant que Nadine attendait sagement au poste de police et parlait à McLean sur son téléphone portable. Billy Christian,
qui comptait alors 20 ans d'expérience au sein de la police, se gara à l'endroit le plus près de la station d'essence. La cour de l'école de l'autre côté de la rue était le meilleur point stratégique. Si McLean arrivait, l'agent Christian serait le premier à l'apercevoir. D'autres membres de l'équipe attendaient dans les rues avoisinantes. Ils espéraient ainsi voir la voiture de McLean s'approcher du lieu de rendez-vous. La tension augmentait de plus en plus. J'étais très stressé. Al Buckley et moi-même étions dans le même véhicule à seulement quelques centaines de mètres. Un bon nombre de policiers étaient sous nos ordres. C'était très tendu. Je me rappelle même lui avoir dit que j'espérais que nous l'arrêterions avant qu'il ne blesse quelqu'un. Finalement, on avisa l'équipe que le suspect avait appelé Nadine. Il s'était plaint de ne pas la voir à la station d'essence. Il était donc dans le secteur, même si les agents ignoraient exactement où. Ils étaient persuadés qu'il était tout près. Lors de cet appel, il chuchotait. Cela m'a poussé à croire que quelqu'un se trouvait près de lui. Je me suis demandé s'il n'était pas là, sous mon nez, à mon insu. Dissimulé derrière une petite colline, le détective Ledman jeta un autre coup d'œil à la station-service, mais McLean n'était nulle part en vue. En regardant vers sa droite, il pouvait voir la voiture de l'agent Christian. De sa position, Christian avait aussi une vue générale du secteur, mais il ne voyait aucune trace du fugitif. C'est alors qu'un policier, qui effectuait une patrouille de routine, se gara derrière la voiture de Christian. L'agent qui ne savait rien de l'arrestation trouvait bizarre qu'une voiture fantôme soit garée à cet endroit. Billy Christian voyait bien le danger que courait ce policier. Il est alors sorti de sa voiture, il a marché vers lui pour lui montrer ses pièces d'identité. C'est sans doute à ce moment-là que Ralph McLean a su que Billy était un représentant des forces de l'ordre. L'agent de patrouille éteignit alors son gyrophare et quitta les lieux. Christian retourna à sa surveillance. Pendant que les enquêteurs attendaient McLean, ce dernier les épiait. Il avait l'avantage stratégique sur eux, car c'était lui qui détenait l'élément de surprise. Il était vêtu de noir et se cachait dans les ombres tout en surveillant la voiture de Christian. Il s'avança lentement vers le policier. Les agents étaient certains qu'il se tairait quelque part. L'angoisse avait encore monté d'un cran depuis que McLean avait cessé de faire des appels à Nadine. Le tueur de flics continuait d'avancer. L'agent Christian avait les yeux rivés sur la station d'essence. Il ne vit pas l'ombre furtive qui s'approchait de sa voiture. Les agents du FBI et des détectives de Washington avaient cerné une station d'essence à Greenbelt au Maryland. Ils attendaient l'arrivée de Ralph McLean, recherché pour le meurtre d'un policier. Le suspect était dans les parages, mais personne ne savait exactement où il se terrait. McLean s'approchait peu à peu de la voiture de l'agent Billy Christian, tout en restant dans l'ombre. En entendant un bruit, le policier se retourna pour regarder derrière lui, mais il ne vit rien.
Il entendit encore quelque chose et regarda à la ronde sans rien voir d'anormal. McLean était hors du champ de vision de l'agent. Le tueur s'avançait toujours dans sa direction. Soudain, il se leva, brandit son arme d'assaut Mac 11 et le visa. Il y eut de nombreux coups de feu dans l'air. L'agent Bill Christian s'affaissa sur son siège. Le détective Lenman aperçut alors McLean prendre la fuite dans les bois et il appela les autres policiers pour obtenir des renforts. Il parvint ensuite à sortir le policier ensanglanté de sa voiture. Il le coucha au sol et appela de nouveau pour obtenir de l'aide. Jay Abbott et Al Buckley furent les premiers à répondre à son appel. On a entendu un appel à la radio. Il y avait eu des coups de feu et le suspect s'était enfui. Quand nous avons garé notre voiture près de celle de Billy Christian, nous avons constaté qu'on avait tiré sur lui. La vitre de sa portière était fracassée. Le détective Lenman tentait d'aider le policier blessé en attendant l'équipe de secours. Le coup provenait de son angle mort, à environ 45 degrés. Il avait été touché à maintes reprises et était mort. Le tueur de flic avait enlevé une nouvelle vie. Cet individu venait d'abattre un bon ami et collègue. Il avait été comme un mentor pour nous tous. Il était là depuis longtemps. Il avait 20 ans de carrière à son actif. Être témoin d'un crime aussi gratuit, c'était révoltant. Des unités de divers services de police répondirent immédiatement à l'appel. Un policier de Prince George arriva sur les lieux avec un chien et commença à suivre la piste de McLean dans l'obscurité. Je me rappelle avoir aperçu l'animal courir en direction de la voiture de Billy. Il l'a regardé, a reniflé la portière, puis il a fait demi-tour et tenté d'aller en direction de l'école. Les policiers s'élancèrent dans l'obscurité avec le chien, munis de leurs revolvers semi-automatiques. Ils ignoraient si on leur avait tendu un piège. Nous avons commencé nos recherches dans un secteur boisé. J'allumais et j'éteignais ma lampe de poche sans arrêt parce que je craignais que McLean ne profite du faisceau lumineux pour nous viser. L'obscurité avantageait nettement le suspect. Nous sommes entrés dans les bois pour découvrir de quel côté il était parti. Quand j'y repense aujourd'hui, c'était sans doute une erreur de jugement de notre part. Mais en plein cœur de l'opération, nous étions perturbés. L'équipe pressa le pas. McLean avait malheureusement eu assez de temps pour tendre un piège aux policiers. Quand il s'est enfui de la scène, peu après avoir abattu Billy Christian, il a trouvé le moyen d'appeler le service d'urgence pour signaler avoir aperçu un homme armé s'enfuir du secteur en voiture. C'était une tentative évidente de déjouer ceux qui étaient à sa poursuite et d'essayer de nous semer. En retraçant l'appel, on put toutefois déterminer que McLean était toujours dans le secteur. Le tueur de flics semblait une fois de plus échapper aux autorités. Il traversa à la course le stationnement du centre commercial avoisinant. Le meurtre gratuit de Billy Christian avait rendu les policiers fous de colère. Ils s'armèrent de courage pour poursuivre les recherches. Les agents fédéraux et les policiers jurèrent de l'arrêter avant qu'il ne tue à nouveau. La colère est sans doute le mot qui traduit le mieux l'émotion que je ressentais au cours de cette soirée. J'étais tellement furieux que nous ne rentrions pas tous ce soir à la maison parce que Billy avait été tué.
Pendant que les agents Buckley et Abbott étaient à la recherche du fugitif dans les bois, un des policiers postés dans le stationnement du centre commercial appela le détective Ledman. McLean est arrivé à la course et s'est caché derrière un magasin. Il y avait là une grande rampe où se trouvaient 3 remorques. Il s'est dissimulé derrière ces remorques. McLean ouvrit le feu sur ses poursuivants. Ces derniers évitèrent la volée de projectiles en se couchant au sol. Ils firent feu à leur tour. Les agents Abbott et Buckley qui sortaient du bois assistèrent à toute la scène. Ils saisirent leurs armes et se joignirent à la fusillade. McLean avait l'avantage et il était bien armé. Les policiers étaient coincés. Comment pouvait-on l'atteindre sans risquer de nouvelles pertes de vie? Jerry Bammel de l'unité SWAT du FBI fut dépêché sur les lieux. Il visa le fugitif mais constata qu'il était mal placé pour tirer. Il profita d'un moment de distraction du tueur pour se diriger vers sa droite. Pendant l'échange de coups de feu, il se dissimula. Puis il surgit de derrière une benne à ordures et commença à faire feu sur McLean du côté opposé des policiers. De sa position, il remarqua toutefois que McLean avait une issue pour s'échapper. Le quai de chargement se terminait par un garde-fou, puis par un mur d'environ 3 mètres de hauteur. J'ai réalisé que McLean pouvait aisément franchir ce mur puis prendre la fuite par l'étage inférieur du stationnement où aucun agent n'était posté. Bammel coupa cette issue à McLean en ouvrant le feu dans cette direction. Maintenant, McLean recevait des volées de projectiles de 2 directions opposées. Il fit volte-face et tira en direction de Bammel. L'agent riposta. Il toucha McLean. Les hommes continuèrent à faire feu. McLean tira encore quelques projectiles, puis ce fut le silence. J'ai attendu pendant un moment et quelqu'un a crié quelque chose comme « Il est tombé ». Bammel hésitait à avancer. Il voulait d'abord s'assurer que ce n'était pas un piège. Pendant que les policiers attendaient dans le stationnement, l'arme à la main, prêt à faire feu, Bammel se rendit près de la remorque et du corps immobile de McLean. Un autre agent avançait du côté opposé. C'est alors qu'un policier, dans l'ombre, leur cria qu'il avait vu le corps bouger et qu'il comptait tirer 2 autres projectiles en direction de McLean. Quand j'ai entendu ça, j'ai crié « Ne tirez pas !» J'étais inquiet parce que nous nous retrouvions au centre d'un feu croisé. Heureusement, c'était la fin. McLean avait mis fin à ses jours avec un revolver de 9 mm, l'arme qu'il avait enlevée à l'agent Nowabilski 1 mois plus tôt. Le tueur de flics était enfin mort, mais le prix à payer était fort élevé. Cet individu n'avait qu'un seul but en tête, tuer des agents de police. Nous ne saurons jamais pourquoi. Mais il semble que ce soit ce qu'il avait décidé de faire à un certain moment de sa vie. L'agent Billy Christian devait prendre sa retraite quand McLean l'a abattu. Il a travaillé à de nombreuses reprises avec l'agent Bammel au cours de sa longue carrière. Billy était agent du FBI depuis 20 ans. C'était un tireur d'élite, un instructeur en armes à feu et l'un des premiers membres de l'escouade de sauvetage d'otages du FBI.
il était aussi membre à temps plein de l'unité tactique et des armes spéciales, en plus de l'unité SWAT de Washington. On ajouta les noms des agents William Christian et Nova Bilski sur la plaque commémorative en l'honneur des policiers tombés dans l'exercice de leurs fonctions. De mon bureau du FBI, je peux voir le monument. Il ne se passe pas une journée sans que je ne pense à mes amis. Le sacrifice de ces hommes est toujours vivace. Chaque année, on leur rend hommage. Quand on perd des collègues de travail, c'est comme si l'on perdait une partie de soi. On ne pourra jamais les oublier. And they will never be forgotten.